Bonjour Elodie, Bonjour Joseph. bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre dernier rendez-vous de l'actualité de l'année 2020. Une année, vous conviendrez, d'actualité rebondissante, n'est-ce pas? Mais loin du sensationnel, nous voulons surtout nous concentrer sur l'essentiel à travers le thème: les mesures prises par les pouvoirs publics permettent-elles d'éviter l'ajout d'une crise sociale à la crise sanitaire et économique? Elodie et moi sommes ravis d'échanger avec vous sur ce sujet. Le journal Le Monde a rapporté dans son édition du 25 novembre 2020 que pour l'heure, la crise liée au Covid-19 a coûté 186 milliards d'euros aux finances publiques. La gestion de la crise, notamment ses conséquences, est au cœur de tous les débats. Mais au-delà de la dimension sanitaire, la pandémie risque d'aggraver des problèmes structurels de fond de notre société. En effet, le rapport 2020 du CSE indique que depuis plusieurs mois, et pour de nombreux mois encore, notre pays est entré dans le temps des incertitudes, des questionnements. Vers quel modèle de société se dirige la France? De nouvelles priorités doivent-elles être définies? De nouveaux enjeux ont-ils émergé? La société française en sortira-t-elle plus unie ou plus divisée? Bref, ce que l'on peut noter, c'est qu'une orientation de la crise sanitaire et économique vers une crise sociale se dessine de plus en plus. On a pu l'apercevoir d'ailleurs au travers de différentes manifestations qui se sont déroulées ces derniers mois. Commerçants, professeurs, professionnels de santé, etc. Une crise possède une dimension intrinsèquement économique et sociale. Il s'agit d'une rupture d'équilibre entre la production et la consommation, caractérisée par l'affaiblissement de la demande, des faillites ainsi que le chômage. Elle peut également se traduire par voie de conséquences par des tensions sociales dues à l'accroissement des inégalités entre les classes aisées et les classes démunies. Et c'est d'ailleurs ce que souligne précisément le dictionnaire Larousse et le monde diplomatique. Il faut néanmoins noter que si le filet de sécurité qu'offre la protection sociale est plutôt large en France relativement aux autres pays de l'OCDE, il n'en demeure pas moins que les populations vulnérables sont de plus en plus fragilisées. Son essoufflement dans la capacité à assumer le poids financier des mesures sociales et à apporter des réponses suffisantes aux problèmes sociaux amplifiés par la crise sanitaire interroge, n'est-ce pas? En effet, le système de protection sociale s'est révélé un levier d'amortisseur économique et social sous tension à cause des mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics face à la crise sanitaire. Cependant, l'efficience de ces mesures et la construction d'une réponse globale aux situations aggravées par la crise sanitaire et économique sont des conditions nécessaires pour éviter une crise sociale d'envergure. Le système de protection sociale dans le contexte de crise reste plus que jamais un puissant facteur d'intégration sociale et de stabilité économique. Il s'est universalisé au fur et à mesure de sa construction afin de répondre aux exigences de la solidarité nationale et de la justice sociale, en particulier lorsque surgit une crise aux multiples impacts comme celle que nous vivons. À travers son offre diversifiée et sa capacité d'adaptation en termes de réactivité, le système de protection sociale offre un filet de sécurité pour les individus et les entreprises. Les organismes gestionnaires ont développé des plans de continuité pour être opérationnels et assurer un minimum d'activité pour éviter les ruptures de ressources pour les individus. Et cela conformément aux principes initiaux de la sécurité sociale qui, rappelons-le, visent à protéger les individus de la survenance de risques qui pourraient supprimer ou altérer les revenus de ces individus. Rappelons-le également, le système français est l'un des plus protecteurs au monde. Il consacre un tiers de son PIB à la protection sociale, soit 34% du PIB, ce qui correspond à pas moins de 790 milliards d'euros, contre 32% au Danemark ou encore 30% en Allemagne. À ce titre, on peut penser que notre système de protection sociale sera à même de limiter les effets de la crise sanitaire sur les individus et sur les entreprises. Dit Elodie,
En quoi ce système dont tu as à juste titre rappelé le rôle d'amortisseur social et économique est-il aujourd'hui mis à l'épreuve par la crise sanitaire? Il est admis que la protection sociale est un amortisseur de crise économique. Sans son apport, les effets de la pauvreté, de la précarité seraient sans aucun doute plus importants. Néanmoins, la question de son éventuel essoufflement dans la capacité à assumer le poids financier de la crise se pose de plus en plus. L'espoir d'un déficit éteint à court terme s'est envolé pour laisser place à un déficit accentué de plus de 35 milliards d'euros en l'espace de quelques mois de crise. Alors que notre système est encore majoritairement financé par les cotisations à hauteur de 60%, le fort ralentissement des processus d'embauche suite à l'arrêt des entreprises, le report des charges, les licenciements de personnel entraînent un risque d'avoir moins de recettes pour couvrir les dépenses qui, pourtant, elles, sont toujours en hausse. De la même manière, les moyens financiers déployés face à la crise posent la question du rapport coût-avantage, et cela d'autant plus qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'efficience des politiques mises en œuvre, notamment au regard de la lutte contre la précarité. L'enjeu est bien de continuer à couvrir les nouveaux besoins engendrés par la crise. Et face à cette mise à l'épreuve de notre système de protection sociale, des mesures sociales exceptionnelles ont été prises. Tu as tout à fait raison, Elodie. Des mesures ont d'abord été prises pour soutenir l'économie. Le système redistributif sur lequel repose la protection sociale française favorise la croissance à long terme et la cohésion sociale. Ainsi, face à la crise, les mesures sociales participent à l'effort de stabilité globale de l'économie en permettant notamment la garantie d'un minimum de ressources en cas de chômage et en soutenant les entreprises désormais au ralenti. C'est donc logiquement que des mesures exceptionnelles sont prises dans le contexte actuel en faveur de la crise économique engendrée par la crise sanitaire. Au total, les dispositifs d'urgence mis en place lors de la première vague sont réabondés de plus de 17 milliards d'euros, soit 3 milliards d'euros qui sont consacrés aux exonérations de charges, 10,9 milliards d'euros sont ajoutés au Fonds de solidarité pour les PME et les indépendants, en plus de 9 milliards déjà prévus. 3,2 milliards d'euros supplémentaires sont prévus pour la prise en charge du chômage, notamment le chômage partiel, jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises fermées. Le plan de relance a été annoncé à l'occasion du discours du président le 24 novembre 2020 à hauteur totale de 100 milliards d'euros en vue de préparer l'avenir de notre économie en créant et en développant des emplois dans les secteurs nouveaux. Dans son allocution, le président de la République a également annoncé que les aides aux entreprises ont été significativement renforcées en décalant les échéances des prêts garantis par l'État, en exonérant à nouveau des charges, en augmentant à 10 000 euros le fonds de solidarité, notamment pour les indépendants comme commerçants entreprises. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, bien sûr si cette option est préférable pour eux, aux 10 000 euros du fonds de solidarité. Enfin, l'État prendra en charge via l'activité partielle 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus touchées, notamment celles de l'hôtellerie-restauration. Joseph, quelles mesures ont été prises pour lutter contre la précarité? Élodie, tu fais bien de relever cette cible populationnelle. L'expérience des crises précédentes montre que ce sont les populations en situation de précarité qui souffrent le plus de récession prolongée. Aussi, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des plus précaires, notamment au travers de la prolongation d'indemnisation pour les chômeurs en fin de droit, ainsi que des aides ponctuelles. De nouvelles aides sociales ont été décidées en faveur de foyers précaires. On peut citer le fait qu'au total, 4 millions de familles et 1 300 000 jeunes ont été aidés pour un budget total de 1,1 milliard d'euros. 150 euros ont été versés aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants et qui touchent néanmoins les allocations logement. 100 euros par enfant ont également été versés.
pour les familles bénéficiant des APL. Cette aide a été versée automatiquement par les caisses d'allocation familiale aux allocataires à partir du 27 novembre. 1 milliard d'euros de crédits supplémentaires bénéficieront aussi aux personnes en situation de handicap, à l'aide exceptionnelle à l'apprentissage et à la prime à l'embauche des jeunes, ainsi qu'à l'hébergement des jeunes, à l'hébergement d'urgence. De ces premières réflexions, Joseph, on comprend que l'efficience des mesures doit être interrogée. Pour éviter une crise sociale d'envergure, il nous faut construire une réponse globale aux situations aggravées par la crise sanitaire et économique. Et malgré l'ampleur des mesures, on voit bien que des risques sociaux à court et moyen terme pèsent sur certaines catégories socio-professionnelles en grande difficulté. Un premier risque est celui du risque du chômage de longue durée. Le gouvernement est déjà sensibilisé sur le sujet, comme on peut le voir avec l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Afin d'éviter une rentrée sociale explosive, le gouvernement a d'ailleurs préféré reporter la réforme de l'assurance chômage au 1er avril 2021. Cette réforme vise à durcir le calcul de l'allocation de retour à l'emploi pour les travailleurs qui alternent des contrats courts et les périodes de chômage, notamment dans le domaine du tourisme, de la restauration ou de l'événementiel. Or, on voit bien que ces secteurs sont ceux les plus durement touchés par la crise sanitaire. Il aurait donc été malvenu d'appliquer la réforme dans l'immédiat, comme prévu au 1er avril de cette année. Toutefois, il convient d'être vigilant aux nombreuses suppressions de postes envisagées par certaines entreprises aujourd'hui. On peut citer par exemple Total ou Danone, qui envisagent chacun plus de 500 suppressions de postes en France. Cette situation soulève naturellement la question de la reconversion professionnelle, la question de la soutenabilité également du dispositif d'assurance chômage, sachant que la dette du régime atteindrait 65,2 milliards d'euros fin 2021. Un deuxième point de vigilance est le risque d'une vague de surendettement. En effet, fin octobre 2020, environ 88 000 dossiers de surendettement étaient déposés auprès de la Banque de France, soit environ 34 000 dossiers de moins par rapport à l'année dernière à la même période. Et cela apparaît d'autant plus paradoxal que selon le Secours populaire, un Français sur 3 aurait perdu des revenus après le premier confinement. Donc l'heure est à la prévention, Joseph. Par ailleurs, il y a deux publics auxquels il faudra être très attentif. Les 10% les plus pauvres et les jeunes, en particulier non qualifiés. Pour ce qui est des plus pauvres, l'aide temporaire garantissant ou permettant un revenu de 900 euros net par mois sans poser problème. Mais quel est le problème? En fait, l'État entend venir en aide à ces salariés qui, en temps ordinaire, enchaînent en permanence contrats courts et périodes de chômage indemnisés ou non. Or, les règles de conditions d'accès à ce dispositif sont dénoncées par ces travailleurs précaires, car deux conditions doivent être remplies. D'abord, se situer aujourd'hui à un niveau de revenu en dessous de 900 euros par mois. Ensuite, avoir travaillé au moins 60% du temps en 2019. Le problème, c'est que, étant parfois amenés à faire 2 vacations dans la même journée, ces travailleurs se retrouvent lésés par ce dispositif qui prend en compte les jours et non les heures travaillées. De même, sa nature exceptionnelle fait que ce dispositif ne leur ouvre pas de droit à la retraite. On comprend donc que ce dispositif interroge, n'est-ce pas? Outre l'attention portée à ces publics d'actifs fortement frappés par la crise, l'État accorde également une attention particulière aux jeunes. Effectivement, Joseph, car parmi les principales victimes de la crise économique et sociale se trouvent les moins protégés, les jeunes. Ceux-ci vont devoir affronter des perspectives de carrière et de vie altérées lors de leur entrée dans la vie active. En première ligne notamment se trouvent les jeunes de 18 à 24 ans qui sont parfois confrontés à une solidarité familiale pas toujours possible, confrontés aux emplois précaires ou encore aux aides sociales rares. Par exemple, ils ne sont pas éligibles au RSA, sauf à justifier d'au moins 2 ans de travail au cours des 3 dernières années ou d'être parents. Les failles du système de solidarité nationale ont un impact d'autant plus alarmant envers les plus vulnérables d'entre eux. On pense aux jeunes migrants, aux jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, sortant de prison, ou les jeunes ayant quitté le système scolaire sans diplôme.
Élodie, peut-être serait-il intéressant de revenir sur les principales mesures annoncées en faveur des jeunes pour en souligner les enjeux. Qu'en penses-tu? Tout à fait, Joseph. C'est très pertinent, car les seules aides auxquelles les moins de 25 ans aujourd'hui accès sont la garantie jeune et les aides personnelles au logement. La garantie jeune, qui bénéficie à 100 000 jeunes chaque année, s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 26 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation. En s'inscrivant dans un parcours d'insertion via ce dispositif, le jeune pourra toucher une aide jusqu'à de 484 € maximum par mois. De même, les jeunes peuvent bénéficier des aides au logement. À ce titre, le nouveau mode de calcul de la réforme des APL, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021, apparaît très intéressant, car il devrait permettre d'atténuer les effets de la crise pour les jeunes, les aides étant fonction de leurs revenus en temps réel. Cela signifie que si les revenus diminuent, les allocations vont croître et inversement, si les revenus augmentent, les aides vont décroître. En dehors de ces deux dispositifs, le gouvernement a également annoncé d'autres mesures spécifiques pour les jeunes. Il s'agit du renforcement de la garantie jeune pour toucher 2 fois plus de jeunes, donc 200 000 jeunes en 2021. Il s'agit de l'adoption d'un plan d'aide aux jeunes à hauteur de 6,7 milliards d'euros pour les 750 000 jeunes arrivant sur le marché du travail. Et enfin, il s'agit de la création d'une plateforme Un jeune, une solution, visant à mettre 250 000 jeunes en relation avec des entreprises pour faciliter leur accès à l'emploi. Bien évidemment, un accompagnement efficace de ces jeunes sera nécessaire pour atteindre tous ces objectifs. Car si les efforts financiers sont importants, on est à 7 milliards d'euros au total destinés à la jeunesse, la question de leur soutenabilité et de leurs effets à long terme se pose. Car on le sait, les conséquences d'une entrée tardive sur le marché du travail, des salaires plus faibles à l'embauche et des conditions de travail dégradées vont se retrouver sur toute une carrière. Face à de tels risques, des réformes ambitieuses portant sur la sauvegarde de l'emploi et la cohésion sociale sont nécessaires pour éviter une crise sociale profonde. En matière de lutte contre le chômage, deux pistes sont à souligner. Tout d'abord, la formation professionnelle. Oui, la formation professionnelle reçue par les jeunes s'avère inadaptée aux possibilités d'emploi. Et donc, un levier d'action réside dans le développement et la promotion de l'apprentissage, c'est-à-dire la formation par alternance. Pour l'Institut Montaigne, l'apprentissage est le vaccin contre le chômage des jeunes. La France pourrait s'inspirer de la réussite allemande dans ce domaine. Il faut en priorité avoir réellement une vision politique affichée qui s'accompagne de transferts courageux de compétences entre, d'une part, l'éducation nationale et les régions, d'autre part notamment, ainsi que d'une réduction du maquis des contrats aidés et emplois des jeunes qui, en réalité, pour certains, sont considérés comme donnant peu de résultats. De même, d'après France Stratégie, agir sur la formation peut permettre de promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'emploi, et en ce sens, agir donc à long terme sur les inégalités. Ensuite, la deuxième piste essentielle, ce serait l'aide à la reconversion professionnelle, qui doit être aussi améliorée. Des dispositifs comme le congé de mobilité ou le congé de reclassement ou le PCF ou le CPF de transition pourraient être mobilisés. Et alors, Joseph, qu'en est-il en matière de lutte contre le surendettement? C'est bien là un point sensible, Élodie, parce que deux propositions sont faites pour lutter efficacement contre le surendettement. Tout d'abord, faciliter l'accès au moratoire de crédit qui fonctionnerait comme un microcrédit personnel fait par des associations. Alors, le principe, c'est que ce microcrédit couvrirait l'ensemble des crédits en cours et permettrait ainsi de rembourser les diverses échéances. Il serait lui-même remboursé avec des mensualités très faibles, de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Ensuite, un fonds de solidarité pour les particuliers, financé par l'État et les collectivités locales, pourrait être aussi destiné aux familles sur le point de déposer un dossier de surendettement. Cela pourrait leur permettre de payer les charges courantes et donc leur éviter de basculer dans une procédure qui peut être très longue. Disons que plus globalement, pour soutenir davantage l'économie, différentes propositions émergent.
Ce sont par exemple des mesures à très court terme pour réduire l'incertitude des acteurs économiques et accélérer l'adaptation de notre économie au choc auquel elle est confrontée. Et d'autre part, en plus de l'augmentation et un meilleur ciblage des aides aux revenus des ménages, et outre l'investissement des entreprises par une subvention temporaire compensant en partie le coût de l'incertitude, il convient de préparer un plan de vaccination. À ce sujet, une campagne de communication destinée à convaincre de son importance apparaît comme essentielle pour éviter une troisième vague et donc éviter l'aggravation de la crise économique. Tu nous as parlé, Joseph, des mesures pour la sauvegarde de l'emploi. Quelles réformes alors pourrait-on adopter pour la cohésion sociale? Et oui, la cohésion sociale, parlons-en. Tu touches là, Elodie, le socle et le fond de notre échange. D'abord, concernant les réformes pour les jeunes. Cette situation repose la question de l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans et de l'accessibilité des jeunes aux aides sociales. Terra Nova préconise, par exemple, d'ouvrir le RSA à partir de 18 ans et d'automatiser les droits sociaux pour améliorer le filet de protection sociale. L'Observatoire des inégalités prône la création d'un dispositif de revenu minimum aux plus jeunes, estimant que 7 milliards d'euros suffiraient pour créer un revenu minimum unique, assurant ainsi à tous, les plus modestes en particulier, 900 € par mois pour vivre. Toutefois, il convient de relever que ces mesures ne font pas consensus. Quelle est la raison? En réalité, la crainte exprimée serait que le versement d'une allocation sans contrepartie n'inciterait pas à chercher du travail. Et donc, partant de là, d'autres principes ont ainsi été faits, comme l'idée de prêt garanti en faveur des jeunes ou encore un capital de départ aux jeunes. Et comme on l'a fait pour les entreprises et pour des montants très importants, l'État pourrait donc garantir des prêts en faveur des jeunes avec un plan de remboursement qui démarre lorsque ceux-ci sont en mesure de gagner leur vie. Le dispositif ne coûterait donc pas forcément très cher puisqu'il s'agit d'une garantie et non d'une allocation. Et pour éviter le risque de surendettement, une option consisterait à verser un capital de départ aux jeunes, sans remboursement. Donc une dotation substantielle de quelques dizaines de milliers d'euros qui supposerait, pour être financée, une réforme en profondeur de la fiscalité sur le patrimoine et les successions, par exemple, avec l'augmentation de l'impôt sur les successions. Au-delà de la cible des jeunes, Joseph, quelles réformes pourrait-on adopter de manière plus générale? Alors, pour aller plus loin et de manière générale, d'une part, le gouvernement pourrait décider de revaloriser les droits sociaux et d'autre part, lancer les débats sur la création d'un revenu universel. Le gouvernement avait lancé en 2019 la concertation sur le revenu universel d'activité, qui vise à fusionner le plus grand nombre de prestations sociales pour faciliter l'accès des bénéficiaires et gagner en simplicité. Le revenu universel consiste en une somme mensuelle fixe, versée aux citoyens sans contrepartie particulière et indépendamment de leurs ressources financières ou statut social. Fin novembre 2020, et donc récemment, l'Assemblée nationale a adopté la résolution en faveur de l'ouverture d'un débat public sur la création d'un tel mécanisme en France, pour une mise en œuvre prévue à horizon 2020-2023. Pour conclure, d'importantes mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour aider les victimes de la crise sanitaire et économique. Le plus gros volet de ces mesures est consacré à la cohésion sociale, à hauteur de 7 milliards d'euros, ainsi qu'à la sauvegarde de l'emploi, à hauteur de 8 milliards d'euros. Toutefois, des interrogations demeurent, car si les efforts financiers sont colossaux, sont-ils à la mesure de l'enjeu? Cela pose la question de l'efficience à court terme et celle de la soutenabilité à long terme. D'où la nécessité aujourd'hui d'aller plus loin via l'adoption de réformes majeures. Et comme le dit à juste titre le ministre chargé des Comptes publics, ce n'est pas parce que nous sommes encore dans la tempête qu'on ne doit pas se fixer de cap. Nous vous remercions pour votre écoute.